Donc, j'en étais à l'examen de la première proposition de loi, la numéro 1469, relative au rétablissement des avantages liés aux heures supplémentaires. Je donne la parole à notre rapporteur, Monsieur Arnaud Richard. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous sommes réunis donc cet après-midi pour examiner cette proposition de loi 1469, présentée par le groupe UDI et visant à rétablir les avantages sociaux et fiscaux liés aux heures supplémentaires. Comme vous le savez, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permettait une exonération d'impôts sur le revenu et une réduction des cotisations sociales au titre des heures supplémentaires. Toutefois, l'engagement numéro 34 du candidat Hollande, faisant écho aux nombreuses critiques développées contre ce dispositif par l'opposition d'alors socialiste, promettait, ouvrez les guillemets, je reviendrai sur la défiscalisation et les exonérations des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, sauf pour les très petites entreprises. C'est pourquoi, dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement socialiste a pris la décision d'abroger ces avantages liés aux heures supplémentaires, mesure qui a été mise en œuvre dans la première loi de finances rectificative du nouveau gouvernement en juillet 2012. On notera que, contrairement à la promesse de campagne faite par le président Hollande, l'intégralité du dispositif n'a pas été maintenue, et en particulier pour les TPE. Ainsi, seuls les allègements patronaux ont été conservés, les allègements salariaux ainsi que la défiscalisation étant purement et simplement abrogés sans distinction. À notre sens, cette suppression fut une double erreur. D'abord parce que le dispositif sur les heures supplémentaires a permis aux entreprises de mieux répondre aux variations d'activité imposées par la crise et constituer ainsi un facteur de compétitivité et de souplesse. La mesure a d'ailleurs été notamment massivement utilisée par les PME. Selon les données qui ont été fournies par l'ACOSS, 36% des entreprises ayant déclaré une telle exonération au second trimestre 2012 comprenaient moins de 10 salariés. On constate donc que les heures supplémentaires sont particulièrement fréquentes dans la métallurgie, dans la construction, dans l'hébergement et la restauration, ainsi que dans les transports, secteurs qui sont aujourd'hui particulièrement touchés par la crise. Par ailleurs, la réforme qui a été menée par l'actuelle majorité relève selon nous d'une logique malthusienne dépassée. La France, en effet, est l'une des économies avancées où la durée du travail est la plus faible. Ainsi, en 2012, la durée moyenne annuelle du travail des actifs occupés était de 1479 heures en France. Et au sein de l'OCDE, seuls 3 États, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège, avaient une durée de travail inférieure. La suppression des avantages sociaux et fiscaux liés aux heures supplémentaires a donc indéniablement pesé sur la compétitivité des entreprises françaises. Deuxième raison, à notre sens, de l'erreur qui a été faite en abrogeant ce dispositif, c'est que ce dispositif sur les heures supplémentaires a permis d'augmenter le pouvoir d'achat de nombreux salariés. Près de 40% des salariés ont bénéficié de cette mesure en 2009. La rémunération totale des heures supplémentaires exonérées d'impôts en 2008 et en 2009 s'élevant à près de 12 milliards d'euros. Les fonctionnaires ont aussi été concernés, en particulier les enseignants du secondaire. En effet, au cours de l'année scolaire 2010-2011, dans l'enseignement public, ce sont pas moins de un peu plus de 511 000 heures qui ont été effectuées par 232 000 enseignants du secondaire, c'est-à-dire dans ce secteur pas moins d'un enseignant sur 2. Et contrairement à ce qui a été souvent avancé, cette mesure a surtout bénéficié aux ménages modestes. Ainsi, 35% des ménages imposables ayant déclaré des heures supplémentaires en 2009 avaient un revenu fiscal de référence inférieur à 19 700 euros. Selon le rapport de nos collègues réalisé dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle en CEC, les avantages sociaux et fiscaux sur les heures supplémentaires représentaient un gain annuel moyen par salarié ou par agent public d'environ 500 euros, soit 42 euros par mois. Par ailleurs, le rapporteur général de l'époque, Gilles Carrez, estimait quant à lui que sur la base de 4 heures supplémentaires par semaine,
le gain mensuel par mois pour un salarié variait entre 46 et 113 euros. La suppression de ces avantages fiscaux a donc représenté une diminution du pouvoir d'achat pour près de 40% des salariés, de 500 euros en moyenne sur une année. Alors pour illustrer mon propos, au-delà des deux exemples qui sont ceux des deux analyses qui sont celles du CEC et celle de Gilles Garrez dans son rapport, je vais vous présenter un exemple tout à fait réel d'une salariée garde d'enfants à domicile. Par hypothèse, retenons que cette personne travaille 48 heures par semaine, ce qui est assez commun dans ce secteur d'activité de la garde d'enfants, soit 173 heures normales et 35 heures supplémentaires par mois, rémunérées au SMIC horaire net, de 7,22 € en 2012 à 7,24 € en 2013. La suppression des aides fiscales et sociales, à compter du 1er septembre 2012, a représenté une baisse de son pouvoir d'achat de 465 € en 2012, soit 2,5% de ses revenus nets. Pour l'année 2013, malgré la revalorisation du SMIC, relèvement de la décote et des seuils des tranches du barème prévus par l'article 2 du PLF pour 2014, son pouvoir d'achat devrait baisser de 725 € supplémentaires par rapport à son pouvoir d'achat constaté en 2012, ce qui représente, mes chers collègues, 4% des revenus nets en 2013. La réforme qui a été conduite par l'actuelle majorité aura donc amputé pour cette personne de son pouvoir d'achat de 1 190 € en 16 mois du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013. Je vous laisse, mes chers collègues, réfléchir sur ces chiffres qui sont des chiffres d'une situation réelle. La suppression des avantages sociaux et fiscaux sur les heures supplémentaires représente donc un véritable coup dur pour le pouvoir d'achat des Français, pouvoir d'achat lui-même fragilisé par la crise économique et diminué par la politique fiscale du gouvernement actuel. En mai dernier, l'INSEE avait évalué la baisse du pouvoir d'achat des ménages français à 0,9% en 2012. Compte tenu de la croissance de la population, le pouvoir d'achat au niveau individuel, c'est-à-dire par unité de consommation, s'est replié de 1,5% alors qu'il était stable en 2011. C'est la plus forte baisse, mes chers collègues, depuis 1984. Dans sa dernière note de conjoncture, l'INSEE souligne que si le pouvoir d'achat des ménages en France devait connaître in fine une très légère hausse de 0,5% en 2013, il connaît néanmoins encore une baisse au second trimestre 2013, baisse soutenue toujours selon l'INSEE, en grande partie due au regain d'inflation et à la vigueur des impôts sur le revenu et sur le patrimoine. Vous conviendrez que les Français ressentent durement cette baisse de leur pouvoir d'achat. Ainsi, dans un sondage réalisé en juillet dernier par le CSA, 65% d'entre eux considèrent que leur pouvoir d'achat a plutôt diminué au cours des 12 derniers mois. Ils ont également 60% à anticiper une baisse de leur pouvoir d'achat pour l'année à venir. De même, les Français interrogés par Opinionway en octobre dernier déclarent qu'il leur manque en moyenne 540 € par mois pour vivre correctement. Une somme en augmentation de 3% par rapport à 2012 et une somme correspondant au manque à gagner suite au dispositif TEPA. Alors deux critiques ont été adressées à ce dispositif. La première était l'absence de plafonnement du gain fiscal qui pouvait conduire à des inégalités entre les contribuables. Et effectivement, la direction de la législation fiscale avait estimé que un peu plus de 1000 premiers foyers fiscaux ayant bénéficié le plus de cet avantage fiscal avaient bénéficié d'un avantage s'élevant à plus de 8 000 € en 2009. Dans cette population, l'avantage fiscal, effectivement, représentait en moyenne 8% du revenu fiscal de référence. Deuxième critique, le coût pour les finances publiques, ce dispositif représentant un coût estimé à 4,5 milliards d'euros pour le budget de l'État. Eh bien, mes chers collègues, pour répondre à ces deux critiques, plus ou moins fondées, mais qui sont tout à fait recevables, le groupe UDI vous propose, dans cette proposition de loi, de limiter le rétablissement des avantages fiscaux et sociaux aux rémunérations n'excédant pas 2 fois le SMIC. Nous voulons aujourd'hui, par cette proposition de loi, augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs modestes, tout en préservant les finances publiques. Je vous demanderai donc, en conséquence, et au vu de cette analyse, d'adopter la dite proposition de loi.
Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur.